Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le débat du soir, votre rendez-vous qui nous permet de revenir sur l'actualité chaque jour. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, je reprends du service sur ce plateau. Allez, ce soir, nous sommes au cœur de l'actualité politique des élections générales, à quelques mois des échéances communales de janvier 2026 et au moment où une réforme institutionnelle ou constitutionnelle majeure est relancée. D'abord, nous reviendrons sur la décision numéro 032 de la Sénat portant liste des partis politiques ayant satisfait aux exigences de la complétude de leur dossier de candidature aux élections communales. Vous le savez, le verdict est tombé et deux formations, les démocrates et Mouel Bénin, sont déclarées hors course pour l'étape de l'étude de conformité, laissant le champ à un duel à trois, Union progressiste, le renouveau, Bloc républicain, Force Corée pour un Bénin émergent, deux partis hors jeu et un qui dit d'abord aller au contentieux, mais qui ensuite conteste la décision de la Sénat avant de demander un audit de la liste de tous les partis politiques. Pour quel résultat, on en parlera. Ensuite, nous analyserons la réaction du professeur Théodore Lo, ancien président de la Cour constitutionnelle, sa prise de parole sur la proposition de création d'un Sénat, a rappelé l'histoire et les fondamentaux du débat de 90. Cet éclairage historique clôt-il le débat sur l'utilité de cette future institution. La question sera posée à mes invités qui sont Monsieur Roméo Aïssegbe, qui est consultant en génie civil. Bonsoir. Bonsoir Madame Angèle, bonsoir aux téléspectateurs. Monsieur Médard Agbessi, vous êtes socio-anthropologue et acteur politique. Bonsoir. Bonsoir Madame la journaliste, bonsoir chers téléspectateurs de ETélé. Merci d'être avec nous ce soir pour les sujets en débat. Et à côté de vous, Monsieur Hugues Boilou, qui est gestionnaire de parking professionnellement et acteur politique. Bonsoir à vous, Monsieur Boilou. Oui, bonsoir Madame Angèle, bonsoir chers téléspectateurs. Merci à vous trois d'avoir répondu à l'invitation. On commence par le premier sujet politique, évidemment, concernant la décision de la Sénat pour les partis qui ont répondu aux exigences de complétude de leur dossier pour les élections communales. Roméo Aïssegbe, je vais bien commencer par vous, si vous le voulez bien. Alors, sous réserve de la saisine de la Cour suprême annoncée par le parti Les Démocrates et la réaction évidemment de Jacques Kayadji qui dit pourquoi saisir le juge administratif alors que la décision de la Cour de la Sénat est juste. Est-ce qu'on peut dire que ces deux formations sont bien hors jeu? Déjà, merci beaucoup Madame Angèle. Déjà, je salue l'honnêteté et le franc jeu de M. Jacques Kayadji, le président du Mouel Bénin. Puisqu'il s'agit de cette institution Sénat que nous avons vue récemment en ce qui concerne le verdict par rapport aux soumissions des dossiers des duos candidats pour les élections présidentielles. Quoique ceux qui n'avaient pas, parmi ceux qui n'avaient pas été retenus, il y en a eu qui ont contesté, ont voulu contester. Nous avons vu de façon factuelle et même des preuves venant, n'est-ce pas, de cette même formation politique qu'effectivement, il y avait un défaut dans la constitution du dossier. Je veux parler du duo candidat Bojo et Lodjou, du Parti des démocrates. Agbojo, merci. Et Lodjou, donc son colistier. Alors, si nous en arrivons à cette étape-là, où M. Jacques Kayadji, que nous connaissons, nous avons vu combien de fois il tient à l'autonomie de son parti politique. D'ailleurs, je ne vous apprends rien par rapport au bruit que ça fait, l'engouement d'aller à ces élections communales, surtout quand il décline le projet de société de son parti politique. On sent que l'enjeu pour eux, c'est les élections municipales et communales. Mais s'il est arrivé à cette étape-là où il reconnaît humblement que la Sénat a fait le travail comme cela se devait et que cela ne vaut plus la peine véritablement d'aller devant les hautes juridictions pour contester, je comprends que ce que nous avons fini par attribuer au parti, au cadre du parti Les Démocrates, qui est de ce que contester est leur leitmotiv, contester est leur, je dirais, ligne politique. La preuve dans leur dénonciation lorsque, aux dernières minutes, j'apprends venant d'eux que
ce n'est plus les choses qui leur sont reprochées, qu'ils dénoncent. Donc, ils consomment les 120 dossiers manquants, en tout cas pièces manquantes dans les dossiers, mais ils indexent et accusent les autres parties de ce que ceux-là aussi n'étaient pas à jour. À croire qu'ils avaient un membre de comité, ils avaient un membre dans le comité qui ont examiné les dossiers qui sont admis. Donc, vous convenez avec moi que, comme on le dit en fond, et mon dandaï, ces gens, tu vois le serpent et le bâton dans ta main, tu le sers pour frapper les herbes, alors qu'il fallait taper sur le serpent. Donc, ça me pousse véritablement vers ce qu'il faut revoir et corser un peu la loi en ce qui concerne la présence des partis politiques et la gestion de la vie politique. Et on reviendra sur le cas des démocrates. Précisément, là, ils sont deux qui n'ont pas pu donc satisfaire aux exigences de la complétude. Monsieur Bolo, vous avez suivi cette actualité, vous avez lu cette décision de la Sénat. Il est vrai que pour des élections comme les élections communales, c'est beaucoup de dossiers. Ils étaient 5, mais là, 2 ne sont pas dans la course, malheureusement, pour n'avoir pas satisfait donc à la complétude de leur dossier déposé à la Sénat. Bon, on peut dire que rendez-vous législatif, s'ils arrivaient, bien évidemment, à satisfaire aux exigences. Oui, merci, Madame Angèle. Et je vais tout simplement souligner une chose. Aujourd'hui, je suis fier de mon pays. Et je vois la rigueur qu'on met dans la gestion des affaires qui concernent surtout les élections. Parce qu'on sait qu'autour des élections, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et un petit faux pas et tout le pays est à feu et à sang. Et je remercie beaucoup nos autorités qui font de leur mieux, surtout la Sénat, qui met la rigueur qu'il faut dans l'exercice de ce qui lui est confié. Oui, qu'est-ce que la loi dit? Si tu n'es pas en règle, tu ne passes pas aux élections. Par conséquent, vous pouvez être n'importe quel parti que ce soit. Bon, ça peut être même les partis de la mouvance. Bon, on peut tout de même considérer Moël Bénin comme parti de la mouvance. Mais une fois qu'ils n'ont pas respecté... Considéré, il l'est. Oui, il l'est, vous comprenez. Donc, c'est un parti de la mouvance. Mais quand il n'a pas respecté les règles du jeu, bon, on l'a mis au jeu. Et j'ai vraiment apprécié leur esprit sportif. Qui les amène quand même à accepter cette décision. Et je vais demander également aux amis, les démocrates aussi, de l'accepter. Parce que quand on vient du côté de Moël, quels sont leurs reproches? C'est la malorganisation au sein de l'agencement des dossiers. Mais du côté des démocrates, là, on constate... L'organisation n'en sait trop rien, mais la décision dit qu'ils n'ont pas répondu aux exigences de complétude. Donc, il y a des dossiers, des pièces qui manquent. Voilà, ils n'ont pas pu le faire dans les délais impartis. Merci beaucoup. Mais, bon, quand on vient au niveau des démocrates, on constate qu'il y a 20 pièces qui manquent. Oui, c'est... Bon, on ne peut pas négliger ça. Si 120 pièces manquent, donc on doit tout de même savoir qu'il y a un problème. Donc, on va tout simplement leur demander de prendre leur mal en patience et de savoir que, bon, avec le système partisan, c'est-à-dire le système qu'on met en place pour les élections au Bénin, si tu n'es pas dedans là, on ne te considère même pas. Il ne faut même pas aller faire recours à quelle instance que ce soit. Non. Parce que tu n'auras pas gain de cause. Mais quand même, on lui a quand même souhaité à ce qu'ils puissent quand même prendre leur temps au lieu de perdre leur temps à traverser, à bavarder dans le temps là, doit quand même se consacrer à, en fait, à regrouper ces dossiers et à se mettre au pas, normalement. Parce qu'on a constaté qu'ils ont perdu tout leur temps à propos de la décision concernant les présidentielles, oui. Donc ça leur a fait perdre assez de temps. C'était du bavardage inutile. Bon, oui, mais le vrai problème est là. C'est vrai que les présidentielles met ça de côté, mais on vient au niveau des communales. Vous voyez maintenant que la perte de temps agit sur l'organisation des communales en leur sein. Donc, ils n'ont pas pu organiser ça tel que cela se doit. Et ce qui fait qu'on constate effectivement qu'il y a un manque de pièces. Donc, s'il y a un manque de pièces, il doit savoir qu'ils sont hors jeu.
Maintenant, pour les législatives, on va voir s'ils feront aussi de leur mieux pour quand même se mettre au pas. Parce que pour cette fois-ci, quand on dit hors-jeu, c'est hors-jeu. Oui, ils n'ont qu'à prendre cela sportivement. Monsieur Agbessi, parlez-vous aussi de malorganisation? Bon, pour Moël Bénin, c'est exactement un peu comme 2020, hein, si ma mémoire est bonne. Le parti n'a pas pu donc passer l'étape de l'acceptation de son dossier. Après, le parti s'est allié à Union progressiste, le Renouveau, etc. À l'époque, Union progressiste. Là maintenant, bis repetita, le parti n'a pas pu donc satisfaire aux exigences. Est-ce que vous, c'était la question, vous parlerez également de préparation en tant qu'acteur politique? C'est dû à la complexité de la constitution des dossiers pour ce type d'élection? Madame la journaliste, je pense que vous l'avez déjà dit. D'abord, je voudrais remercier le président Jacques Ayadji, qui, sans nul doute, tient à ce que ce parti politique puisse se maintenir sur l'échiquier politique de notre pays. Mais la réalité est en face de lui-même. Ça veut dire quoi? Il faut comprendre que aujourd'hui, le tout ne suffit pas seulement d'avoir un parti politique pour dire je peux être présent à tout ce qui est élection à venir dans la scène politique. Jacques Ayadji, déjà en 2020, le parti Moël Bénin n'a pas pu passer les mailles pour les élections communales par le passé. Et ça s'est répété encore une deuxième fois, ce qui prouve réellement que ce parti politique n'a pas encore, si vous me le permettez, un ancrage politique d'envergure nationale. Est-ce qu'on va parler d'ancrage ou plutôt il est assez jeune pour pouvoir faire son chemin? Voilà, c'est ça. Moi, je vous pose la question. Oui. Est-ce qu'il faut vraiment parler d'ancrage ou bien suffisamment jeune pour faire son chemin? C'est là où je m'en vais, en réalité. C'est un parti très jeune qui n'a pas regroupé, bien qui n'a pas en son sein assez de regroupements politiques par le passé. Donc, son jeune âge l'amène parfois à se mettre à l'évidence d'un certain nombre d'enjeux politiques sur les élections. Moël Bénin va prendre encore assez de temps pour vraiment s'asseoir et avoir vraiment son ancrage politique. Ah oui. Donc, il faut constater aisément, c'est ça qui amène même le responsable, si je peux le dire, de cette formation politique à reconnaître que déjà le problème se situe à leur niveau et que la Sénat a fait son travail comme cela se doit. Et c'est à saluer. C'est reconnaître qu'on est en faute, t'amène parfois à mieux savoir comment sauter pour les fois à venir. Mais ne pas le reconnaître à un moment donné, vous aurez le mal qui serait toujours devant vous, mais vous n'allez pas sauter. Et c'est ce que nous constatons, malheureusement, au niveau du parti Les Démocrates, qui chaque fois, à un moment donné, n'arrive pas à faire le travail en son sein, mais rejette chaque fois le tort sur la mouvance, soi-disant c'est que c'est téléguidé, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, sincèrement, moi, je félicite cette formation politique Moël Bénin, qui, à un moment donné, a reconnu que le travail n'a pas été fait suffisamment à leur niveau et que la Sénat a fait son travail comme cela se doit. Alors que les démocrates aujourd'hui soient hors course, vous parlerez également, je vais dire, de manque de préparation pour ces élections, même si le parti trouve la cause ailleurs. Mon co-débatteur disait tout à l'heure, M. Bolou, que la réalité au niveau du parti Les Démocrates, c'est bel et bien là. Vous avez vu tout ce que nous avons eu comme événement, pré-désignation, désignation, post-désignation pour les élections présidentielles. Ça a déstabilisé complètement cette formation politique. À un moment donné, ça a manqué beaucoup plus de concentration au niveau de cette formation politique. La durée entre le dépôt des dossiers pour les élections présidentielles et le dépôt des dossiers pour les élections communales en dit non. Ça veut dire quoi? Cette formation politique n'a pas eu le temps nécessaire, au vu des événements qui ont secoué sa désignation présidentielle, n'a pas eu le temps nécessaire de se concentrer sur ces élections-là, sur la formation de la liste au niveau communal. Alors que nous savons que le gros lot même là, c'est là. Plus de 3600 dossiers à déposer, à étudier minutieusement. Madame la journaliste, nous avons vu sur les réseaux sociaux, vous avez vu comment est-ce que le dernier jour, même à 18 h,
il y a des formations politiques, même au sein de la mouvance politique, qui n'ont pas pu se déplacer à moins de 4 heures de la fermeture de ces élections-là. Qui n'ont pas pu se déplacer. C'est quoi? Un travail nécessaire est demandé à chaque formation politique, en accord, à ce niveau-là. Si déjà au niveau de la mouvance, moi j'ai vu la vice-présidente, Mme Talata, au four au moulin, au siège de leur parti, en train de vérifier pièce par pièce ces dossiers-là, avant qu'on les a achemine à la Sénat. À la Sénat. Si ce travail n'a pas été fait au niveau des démocrates, alors qu'on était beaucoup plus liés aux questions du dossier Sodinou, on n'a pas eu le parrainage, notre dossier sera recalé au niveau pour les élections présidentielles. Si tout ce temps-là, on a eu leur état d'âme était complètement déstabilisé, c'était sûr que c'était sûr, moi, en tout cas en ce qui me concerne, je l'avais dit la dernière fois sur une émission de radio, c'est que ce n'était pas sûr, ce n'était pas prévisible que cette formation politique allait prendre par les mailles de sélection pour ces élections communales-là. Parce qu'on parle de plus de 3600 dossiers. Donc, c'est clair et net, les événements qui ont prévalu comment on appelle, pour les élections présidentielles, sincèrement, ont entaché un tant soit peu la sérénité de cette formation politique-là. Et l'autre chose que je voudrais souligner, c'est le fait qu'à un moment donné, un secrétaire chargé aux élections de cette formation politique a démissionné. Ça déjà là, ça pose déjà même un souci. Parce que celui-ci sait très bien que c'est à ce niveau déjà qu'il a beaucoup de choses à jouer. Mais au cours du chemin, compte tenu d'un certain nombre de choses, d'événements par le passé, il a compris qu'en réalité, là où nous allons, la suivi politique de chaque acteur politique de cette formation politique-là était de mise. Il revient à chacun maintenant de voir la réalité en face et de s'épulser. Donc, il y a pas mal d'événements qui, à un moment donné, ont dressé nid au fait que les démocrates n'ont pas pu passer les mailles de sélection pour les élections communales. Au-delà des difficultés internes pour préparer les dossiers, vérifier les pièces, etc., est-ce qu'on ne va pas également, ou est-ce qu'on ne peut pas également indexer, Roméo Aïssigbe, les positionnements sur les listes qui peut-être ont été fatales, en tout cas, qui ont causé des difficultés à cette formation politique? Madame Tobla, laissez-moi vous nommer expert en matière de... Non, je sais de quoi je parle. Vous savez, en 2019, j'ai été candidat pour les élections législatives pour la première expérience des réformes sur la liste d'un parti qui avait participé aux élections. Et déjà en 2020, j'étais proposé pour être au comité pour la désignation des candidats. Donc quand vous êtes au comité, d'abord vous n'êtes pas éligible vous-même. Donc je suis resté un peu dans ce couloir-là, dans ces comités, rien que pour la désignation d'un arrondissement élevé au niveau communal, c'est-à-dire nommé commune en République du Bénin. Il s'agit de l'arrondissement que tout le monde connaît, arrondissement de Godoin, où il fallait avoir le plus grand nombre, en fait, dans les arrondissements, c'est là, il fallait désigner le plus grand nombre de conseillers. Je vous dis, si vous voyez ce qui se passe dans un parti de la mouvance présidentielle où chaque candidat a peur, je dis bien, où chaque candidat a peur c'est-à-dire d'agir contre la ligne directive de la mouvance présidentielle, d'accord, qui a quand même pour président le chef de l'État, puisque c'est le président de la mouvance présidentielle. Malgré ça, je vous dis, c'est difficilement on arrive à sortir la liste. Je sais de quoi je parle. Puisque vous savez, dans les enjeux pour les élections, surtout quand on connaît un peu le poigne, en tout cas la force de frappe du parti dans l'arrondissement, à partir d'une certaine position au cours de positionnement là, plus personne ne s'intéresse réellement. C'est-à-dire quand sur la liste il fallait 19 candidats par exemple, et que vous vous trouvez à partir de 6e, 7e position, on estime qu'on est juste là pour remplir la liste et beaucoup de candidats sont découragés et n'amènent pas à temps leurs pièces lorsqu'il s'agit de les positionner comme ça. Et c'est pareil, hein, dans d'autres conditions où il fallait 2, 5, lorsque les gens se retrouvent en 3e position, déjà il y a ce guéguerre-là. Et pour l'indiscrétion, tout ce qui est versé sur la place publique en ce qui concerne les démocrates, c'est qu'on sait qu'il y a même chez eux, ils ont même fait par zonage.
C'est-à-dire, pour un parti d'opposition, apparemment, il y a beaucoup de leaders où certains estiment que c'est eux qui sont responsables de telle commune, de telle circonscription électorale. Et il y a déjà ingérence. C'est-à-dire, les rumeurs par rapport à ceux qui démissionnaient, par rapport à ce suppléant de député qui a démissionné, qui est parti sur les médias, dit qu'il y a tel leader qui fait ingérence dans telle circonscription. Convenez avec moi que, déjà quand moi j'ai entendu ça, j'ai compris que au dernier moment, d'autres personnes, si on veut écouter tous les candidats là, dont les dossiers n'étaient pas justes, il y en aurait qui volontairement ont décidé de ne pas compléter la suite de leur dossier, alors qu'ils sont déjà mis sur la liste. Et compte tenu du positionnement où ils se sont rendus compte, on les a mis, ils ont dit, bon, la dernière pièce, je ne donne pas. Et c'est ça qui justifie même le fait que les démocrates, donc les cadres qui ont commencé par dénoncer, ne se sont pas attardés sur le fait que leur dossier n'était pas à jour. Et ils ont préféré dire, bon, si ça s'est passé ainsi chez nous, certainement ça peut se passer au moins chez FCBE. Si vous regardez un peu, ils n'ont pas trop attaqué les partis de la mouvance présidentielle, ils ont attaqué leurs collègues de l'opposition. Parce qu'ils se sont dit que dans l'opposition, tellement c'est difficile qu'on arrive à faire déjà, et voilà. Donc, sur des suspicions, ils peuvent déjà condamner ou bien soupçonner d'autres personnes, ne pas être à la hauteur. Mais je vous dis, pour la question que vous avez posée, tout chef de parti, tout membre de parti ou même responsable à divers niveaux d'un parti politique reconnaît que vous êtes allé sur le nœud de ce qui pouvait faire chuter un parti politique aujourd'hui en lice. Parce que là, c'est la danse, c'est la réelle politique. C'est le moment où celui qui avait tout l'engouement de participer aux élections, vous le voyez, après la réunion, qui se retire même avec son cartable, avec tous ces dossiers. Et puisque les noms sont déjà envoyés, la liste est informatisée, un certain nombre de choses, eh bien, il faut aller courir vers lui, il faut chercher sa clémence et tout ça. Et pour la plupart du temps, quand on finit les positionnements, dites-vous qu'il y a toujours une réunion avant même d'aller à campagne électorale, il y a toujours une réunion de mise à niveau pour concertation, pour motiver tout le monde à faire la danse commune. Donc, on comprend aisément que le problème est là, le problème est existant. Les critères pour vraiment voir que ça n'est pas allé, et c'est normal que, comme vous l'avez vu tantôt, que ça soit le cas chez Mouel Bénin. C'est un parti où chacun est venu avec son poumon pour expérimenter une première fois ce parti-là dans l'arène politique. Et peut-être que dans les classements, certains ont vu que, ben écoute, moi, je ne peux pas être deuxième, je ne peux pas être troisième, si c'est ça, je ne suis pas motivé. Et ça peut aussi faire qu'il y ait de ces couacs-là. Mais normalement, moi, je veux que chaque cadre de parti politique, à savoir même les démocrates, reconnaissent véritablement que c'est leur première fois de participer aussi à la Constitution, quel que soit ce qu'on peut leur tailler comme taille. C'est leur première fois de participer aux élections communales en l'État. Et FCBE a déjà l'expérience par le passé. Et c'est là il faut que les démocrates respectent les FCBE. Je ne suis pas FCBE. Je ne suis pas FCBE, mais je crois qu'eux, ils ont même déjà pu décrocher 7 maires déjà. Ils ont des élus communaux à leur actif. Donc, il faut reconnaître que l'expérience a joué au niveau des autres partis qui ont déjà pu décrocher des sièges au niveau communal, et les résultats n'ont pas menti du tout. Les résultats, c'est peut-être pour les législatives, comme ils ont déjà eu à faire l'expérience en 2023, si les démocrates arrivaient à vivre cela, que moi, je peux me poser des questions sur ce qui se passe sur les dossiers des démocrates, mais pour ce qui est arrivé, que ce soit pour les présidentielles, on sait qu'ils avaient réussi à ne pas avoir de parrain. Lorsqu'on leur proposait d'aller faire, M. Rouneté avait refusé qu'il ne voulait pas les parrains en 2021. Ici, aujourd'hui, ils ont les parrains et ils n'ont pas certainement pu convaincre tous les parrains de donner leur fiche de parrainage, à savoir M. Sodinou, et ça les empêche d'aller aux élections 2026, mais qu'ils reconnaissent que c'est leur première fois de participer aux élections communales, et ils ont mis tout le temps à chercher les fiches de parrainage de Sodinou, et ils n'ont pas pu se concentrer véritablement. Sur les communales. Au vu de ces éléments, alors, M. Bolou, trouvez-vous pertinente la problématique, ou pertinent la problématique que pose aujourd'hui le parti Les Démocrates, qui, dans un premier temps, ne reconnaît pas la décision de la Sénat qui les écarte donc des communales au vu de leur dossier qui est, on va dire, incomplet, et qui demande encore un audit des listes des autres partis qui ont été validés. Oui, merci. Cette problématique, cette question, elle est pertinente à votre oreille, à votre analyse à vous. Merci, Madame Angèle. Vous voyez que la question me fait un peu rire. Oui, ça me fait même sourire. Puisque on dit, tu as un problème chez toi.
Au lieu de chercher à régler ton propre problème, là, tu tournes vers l'autre. Il faut chercher le plan au niveau des autres. Mais non! Le problème, c'est en leur propre sein. Ils n'ont qu'à laisser les autres parties là, se reposer. Les autres parties n'ont pas de problème. En réalité, la Sénat a fait son travail. C'est au Sénat qu'on a demandé d'étudier les dossiers. Et la Sénat a étudié les dossiers et a validé ce qu'on doit valider. Point. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut reprocher aux autres parties une fois que la Sénat a fait son travail? Parce que c'est la Sénat seule qui a ce pouvoir de pouvoir étudier. Maintenant, si eux veulent reprocher quoi que ce soit, ils vont demander de se rapprocher des juridictions qui ont cette compétence-là de faire le travail. Mais ce qui me fait un peu rire est que, mais eux-mêmes, ils savent qu'ils sont déjà en problème. Oui, ils ont des problèmes à leur niveau. Mais ils n'ont qu'à se contenter de cela et laisser le processus suivre son cours. Oui, puisque, je vais vous dire une chose. Quand on parle de ces gens d'élection, et M. Roméo vient de le souligner, quand peut-être les démocrates demandent à ce qu'on vérifie peut-être du côté des autres partis s'ils ont ces gens de petits bobos et consoles là, je vais vous dire, les FCBE sont déjà expérimentés. Oui, ils ont de l'expérience et ne peuvent pas se comparer aux démocrates. Non. Parce que même si les démocrates sont peut-être dirigés par l'ancien président de la République, qui en temps était le président des FCBE, ne veut pas dire qu'automatiquement les démocrates sont déjà au niveau des FCBE. Mais non, non, l'expérience qui est au niveau des FCBE dépasse largement ce qu'on a peut-être au niveau des démocrates. Parce que les démocrates sont encore naissants, oui, on peut quand même le dire. Maintenant, il leur manque assez d'expérience. Vous voyez, pour la petite chose là, et le petit problème qu'il y a autour du parrainage de Sogine, tout simplement, pour voir le temps perdu. Oui. D'accord, vous revenez là-dessus. Merci beaucoup. En réalité, on ne devrait pas perdre ce temps-là. Non, on doit quand même chercher et affecter ce dossier, évoluer rapidement. Oui. Monsieur Agbessi, le Parti Les Démocrates semble dire que les autres qui ont été validés, les autres partis qui ont été validés, ont été favorisés par la Sénat. Oui. Vous bénéficiez de l'indulgence, si vous préférez, de la Sénat. Moi, ça ne m'étonne pas venant de cette formation politique. Ça ne m'étonne pas. L'essentiel est que, je pense, la dernière fois, je l'ai dit sur ce plateau, au lieu de faire une introspection individuelle et collective de cette formation politique, chaque fois, on trouve le bouc émissaire ailleurs. On l'a déjà, on a dit beaucoup de choses déjà sur ce plateau. Ça veut dire quoi? Quand on croit que les autres, sûrement, auraient eu quelques difficultés dans leur constitution, c'est quoi? C'est ne pas reconnaître que les autres ont eu à faire déjà une fois, comment on appelle même, cette expérience-là. Roméo l'a su bien dit, M. Bolou vient de le dire. Les FCBE, pour avoir été déjà à ces élections communales, au moment où une partie de cette formation, les forces Kori pour un Bénin émergent, auraient voulu dans le temps ne pas aller aux élections, il y a d'autres qui ont dit non, nous irons. Et ils ont su faire le jeu. Ils ont tout fait pour former leur dossier. Cette première expérience leur a fait comprendre déjà un certain nombre d'enjeux. Toujours pour aller beaucoup plus sereinement à ces élections, cette formation politique, bien qu'étant de l'opposition, s'est dit, que faut-il faire pour répondre aux joutes électorales? Ils se sont dit, ce qu'il y a lieu de faire, peu importe, même si nous voyons ça un peu de façon maladroite, je préfère aller faire un accord de gouvernance pour s'assurer que j'aurai les parrains nécessaires pour aller à ces élections. Du moment où ceux qui sont de la même formation politique que moi, de l'opposition, ont dit, nous autres là, on n'a rien on n'a pas d'accord à faire avec le FCBE, tout sauf FCBE. Donc, si tel est le cas, c'est que je n'ai pas la chance d'aller faire un accord de gouvernance avec ceux de l'opposition. Alors, que faut-il faire pour être présent, pour exister réellement sur l'échiquier politique? Les FCBE ont compris l'enjeu, la réelle politique du temps, et se sont mis et se sont conformés. Ça leur a permis d'avoir beaucoup plus de la sérénité au sein de cette formation politique. L'expérience en 2020, plus cette sérénité pour les élections présidentielles, leur a permis en réalité de faire une bonne liste. Bien qu'à un moment donné, on aurait constaté quelques bémols, on les a appelés, on leur a relevé les difficultés. Je pense qu'ils ont pris le temps maintenant de ramener encore
les pièces dont il est question et la Sénat a validé leur dossier. Si l'opposition, à un moment donné, se retrouve aujourd'hui à mettre le tort sur la mouvance ou bien retrouve, comment on appelle même, voit que l'institution habilitée en accord à utiliser ce dossier n'aurait pas fait effectivement son travail, c'est parce qu'à un moment donné, on ne veut pas reconnaître qu'on a vraiment un problème à l'intérieur et on veut chaque fois montrer la face du monde que le problème ne vient pas de nous. C'est tout. Vous semblez tous dire que le Parti Les Démocrates semble sortir une fois de plus son joker favori, la victimisation. Mais je vais vous faire constater un élément. Au lendemain de la sortie de cette décision, il y a l'un des membres de cette formation politique, interrogé par nos confrères de BIP Radio, qui disait qu'ils iront au contentieux pour donc voir la suite au niveau de la Cour suprême. Ce soir, c'est une déclaration de presse qui demande un audit qu'on a eu droit. Alors, est-ce que le parti ne fait pas les mêmes erreurs pour ce qu'on a vu lors de leur duo, l'invalidation du duo de leur, l'invalidation des dossiers de leur duo présidentiel, à force d'aller dans tous les sens et ne pas prendre du recul pour réfléchir sur la bonne posture à adopter, est-ce que le parti ne commet pas une fois de plus les mêmes erreurs, M. Aïssigbe? Je vais vous choquer peut-être. Moi, je suis heureux de constater que le parti, les démocrates, essaye de suivre, quand ils ne sont pas d'accord, donc les cadres, la ligne qui est exigée dans un État démocratique. Cela montre qu'ils ont les mêmes estimes, c'est-à-dire la même vision, ou bien je dirais la même perception que tout le monde a des institutions béninoises, sauf que dans l'état actuel des choses, c'est la Sénat qui est leur bête noire. Sinon, qu'ils font confiance aux institutions de l'État. Pour ça, je leur dis bravo. C'est-à-dire dans ce cadre où on est aujourd'hui, pour tout ce que nous estimons, c'est ce que je leur souhaite le mieux parce que c'est le chemin indiqué dans un État démocratique. Oui, je réponds oui par rapport à votre interrogation parce que c'est leur façon de gagner du temps. En fait, et dans la communication politique, vous le savez mieux que moi, il faut qu'on parle de vous, que ça soit en bien ou en mal, mais que l'actualité soit focalisée sur vous pour que vous puissiez justifier que vous existez. Et donc, c'est-à-dire constater leur disqualification directement par rapport à la sélection de ceux qui doivent participer au prochain joute électoral, c'est à croire que s'ils se taisent là tout de suite, 2 jours, 3 jours, les Béninois et la communauté internationale les auraient oubliés. Mais s'ils commencent par prendre les rendez-vous, les dates, les audiences, les heures, c'est-à-dire à 16 heures de libération, à 18 heures de libération. En fait, les démocrates existent. On parle des démocrates. Donc, ils montent dans les côtes. Et puis, si vous suivez un peu leurs communicants, vous allez constater que c'est le sensationnel là. C'est des gens qui sont pleins d'émotions, alors que la politique au Bénin aujourd'hui a atteint un paradigme depuis 2019 où l'émotion ne joue plus. C'est les résultats qui comptent. C'est comment faire dans la sérénité compte. Mais ils sont dans le sensationnel. Ils exploitent à fond l'effet communicationnel et constater qu'aujourd'hui, tout ce qui est là depuis hier, regardez un peu le fait qu'eux-mêmes annoncent déjà à 15 heures par là qu'ils vont faire une conférence de presse et qu'ils attendent 8 heures, 9 heures de temps après pour dire, pour une panne technique qui reporte à demain. C'est pour attirer toute l'attention de la communauté internationale et locale sur eux. C'est leur façon de communiquer. Et pour finir, vous allez entendre, ils vont dire, c'est le parti du peuple. Puisque justement, ils ont maintenu en haleine les gens pour finir par accoucher ce qu'ils ont fait. Comme à l'habitude, l'éléphant qu'on attend venant d'eux vient toujours avec les 2 pieds devant cassés. Donc, l'éléphant traîne sa gueule par terre. Donc, mais ils réussissent quand même à attirer l'attention de tout le monde. On veut entendre ce qu'ils vont dire. Après, ils vont nous orienter vers les institutions. On va écouter tout ce qu'on sera là à attendre. Mais ce que je reconnais venant d'eux, c'est que les verdicts des institutions, ils les prennent et ils respectent. J'espère qu'ils le feront pareil. Justement, oui, ils n'ont pas d'autre choix. Ils n'ont pas d'autre choix. Donc, c'est ce que je dis. Ils exploitent le temps que ça leur offre, mais en oubliant que, comme l'a dit tout le monde sur ce plateau, en oubliant que ça joue contre eux par rapport à d'autres enjeux qui sont devant. Et ils risquent de faire les mêmes erreurs. Je ne leur souhaite pas ça.
Moi, je souhaite qu'ils viennent véritablement dans la compétition, qu'ils cessent de jouer sur l'émotion, sur du virtuel, sur de la communication et qu'ils fassent la bataille politique. Parce que en face, depuis la désignation, qu'ils ont même essayé de critiquer la désignation du duo candidat de la mouvance, qu'ils ont essayé de critiquer pour dire eux ils vont sortir quelque chose de géant. On a vu ce qu'ils ont sorti. Et après, on est là, et les communales qui représentent même l'enjeu pour qu'ils aient au moins 77 parrains. Hein, c'est une opportunité pour ceux qui ont bataillé derrière un seul parrain. L'enjeu est venu où s'ils sont partis du peuple, comme ils le disent, qu'ils vont battre KO, c'est d'aller puiser dans les 77 parrains que ces élections offrent. Mais là, ils se sont amusés, ils sont en train de perdre l'opportunité d'aller là. Et c'est là où il faut aller chercher peut-être 28, non, et se retrouver encore dans les mêmes enjeux. Voilà. Monsieur Agbessi, j'ai la même question. Madame la journaliste, sincèrement, je suis pleinement d'accord avec M. Romero. Et comme vous l'auriez constaté, les démocrates vont commettre encore les mêmes erreurs. Le fait de dire nous irons devant la Cour suprême pour ces élections communales, ils vont prendre tout le temps encore à faire cette bataille devant la Cour constitutionnelle, les allers-retours, au point où la Cour suprême, au point où, lorsque le moment viendra où on va déposer encore les élections, les dossiers pour les élections législatives, vous allez voir, les mêmes erreurs surviendront. C'est quoi? Cette formation politique, si je peux vous le dire, sans mentir, ça suivi pose sérieusement de problèmes. Je vais vous dire, le fait que, déjà, au sein de cette formation politique, ils n'ont pas pu déposer, ils ne sont pas éligibles pour les élections présidentielles, je vous dis, un acteur politique sérieux voit déjà que je n'ai plus d'enjeu. Ça, c'est clair. Et ça constitue déjà un sérieux problème à l'intérieur. Et c'est ça qui nous a amené vers ces manques de dossiers déjà au niveau des communales. Une fois maintenant, ils sont recalés encore au niveau des élections communales. Des acteurs politiques qui espéraient faire encore, comment on appelle même, espérer encore mieux pour ces élections communales, se verront devant eux le dos au mur. Et soyez-en sûrs que l'enjeu encore pour les élections législatives, ce serait encore de taille. Beaucoup de dossiers seront peut-être à moitié déposés et après on va leur demander de compléter et vous allez voir, ils ne pourront plus compléter ces dossiers. Vous n'avez pas l'occasion de mauvaise augure. Non, c'est que c'est la réalité. Parce que c'est la suivi des acteurs politiques est la chose la plus importante. Et tel que ça évolue, c'est qu'on voit que juste après, au lendemain, soyez-en sûrs, au lendemain des élections, du dépôt du dossier, de la validation des dossiers pour les élections législatives, si jamais cette formation politique n'arrivait pas à passer par les mailles, soyez-en sûrs que c'est terminé. Il n'y a plus rien. Allez, parce que la suivi des acteurs politiques vont en dépendre et ils vont vouloir claquer la porte. La suivi donc va dépendre, d'accord. Allez, on va laisser le parti Les Démocrates donc à la suite qu'il voudrait bien donner à cette décision de la Sénat. On verra s'il va saisir effectivement la Cour suprême pour essayer de valider ce dossier, parce qu'il voudrait expliquer à la Cour suprême, si je dois rappeler les propos du député interrogé, expliquer à la Cour suprême ce qui s'est passé. Donc on va les laisser dans leur processus. Pendant ce temps, mesdames et messieurs, le professeur Théodore Olo, ancien président de la Cour constitutionnelle, s'est exprimé ce lundi 10 novembre 2025 sur la proposition de loi visant à instaurer un Sénat. Théodore Olo a rappelé que la réflexion sur un Sénat ou un organe similaire remonte aux premières heures de la démocratie béninoise. Et si je dois vous résumer un peu ce qu'il a dit, alors c'est que, je le cite, lorsque nous avions achevé la conférence nationale, un avant-projet de constitution avait prévu, en plus de l'Assemblée nationale, un conseil des anciens. Ce conseil, selon lui, devait regrouper des représentants des chefs traditionnels, des élus des départements et des hauts fonctionnaires, doté d'une certaine expérience. L'avant-projet envisageait également la création d'un poste de médiateur de la République, mais ces propositions n'avaient pas été retenues lors de la popularisation de l'avant-projet. La majorité des citoyens les ont récusées, estimant qu'elles coûteraient trop cher à la République compte tenu de la situation économique du Bénin
à l'épaule, a donc rappelé Théodore Olo. Et voilà donc le contexte. Et la première question, je vais vous la poser à vous, Monsieur Ogbolou. Est-ce que c'est historique? Vous pensez que ça clôt, on va dire, le débat sur l'utilité de la création de ce Sénat, un débat qui enfle depuis que cette proposition de loi a été introduite au Parlement? Oui, merci Madame Angèle. Ce que je vais quand même souligner est que le professeur Théodore Olo a été très prudent, parce qu'à l'entame de ses propos, il a même souligné qu'il n'a pas encore vu, c'est-à-dire la proposition de loi, et ne sait pas encore ce que cette loi, bon, ce que ça contient. Mais quand même, il va quand même se prononcer par rapport à l'historique. Oui, c'est vrai que ce qu'il a donné, et moi, à travers ses propos, souligne une seule chose, est que ce qu'on est en train de vouloir faire aujourd'hui, il l'avait proposé il y avait très longtemps. Très longtemps. Maintenant, au moment où il proposait, et le conseil des anciens, ils avaient aussi proposé de mettre en place le médiateur de la République. Mais voilà que maintenant, on a tout fait pour quand même ramener le médiateur. Donc certainement que ce qu'ils avaient proposé dans le temps pour le conseil des anciens, à un moment donné aussi doit avoir son importance, son utilité. Et là même, je vais aussi souligner une chose, que ça vient à point nommé. D'autant plus que présentement, là où on est, on constate que ce n'est pas pour rien que le président Patrice Talon, son excellence, avec tous mes respects là, est en train de vouloir faire la promotion de la jeunesse. Et c'est tout bien que quand on parle de la jeunesse, oui, aura quand même besoin de l'expérience des anciens. À un moment donné, on ne peut pas leur laisser le pays comme cela et aller s'asseoir. Non, on doit quand même les accompagner. On doit constituer, c'est-à-dire un conseil pour les accompagner au moment où ils auront besoin de conseils. Oui, et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils sont en train de vouloir quand même mettre en place le Sénat. Oui, là, je vais dire que ça, c'est une très bonne chose, hein, une très bonne chose, puisque on sait, étant jeune, on demande une chose, cédez-nous la place, permettez à ce que nous aussi, qu'on avance, faites également notre promotion. Mais ne veut pas dire que on va couper la ligne et qu'on ne va pas faire recours aux anciens. Non. On fera recours aux anciens. Et pour faire recours aux anciens, là, il ne va même pas falloir que cela soit d'un seul côté. Comme tout le monde ensemble, oui, il n'y aura même pas un ancien de l'opposition. Non, il n'y aura même plus de couleur. Non, on est là, c'est le pays ou rien, c'est la patrie. Oui. Je ne réponds pas encore à la question que j'ai posée à M. Ogbolou. Je demandais si vous pensez que si cette réaction vient mettre un terme aux interrogations quant à l'utilité de cette institution future. Oui, d'une part, je vais quand même répondre oui, parce que quand j'ai un coup d'œil sur le monsieur qui a parlé, il n'est quand même pas n'importe qui. Non, il a tellement réfléchi avant de s'aventurer sur ce terrain. D'accord. Oui. Allez, Romain Oussegué sur la même question. Oui, vous savez, quand j'ai écouté les propos du respectable ancien président de la Cour constitutionnelle, M. Théodore Olo, professeur Théodore Olo, je me suis rappelé du jour de l'anniversaire des 70 ans du professeur Théodore Olo. C'était à Porto Novo, je me rappelle, les journalistes l'ont approché pour lui demander qu'est-ce qu'il regrette et qu'est-ce qu'il apprécie. Vous savez, 70 ans se fêtent régulièrement par les hommes politiques qui ont eu une certaine ambition. 70 ans dans l'arène politique, c'est que vous avez pris votre retraite et que vous ne pouvez plus participer aux élections présidentielles. Et il disait que tout ce qu'il a pu regretter, c'est qu'il a voulu être président de l'Assemblée. Il a tout fait pour l'être. Il n'a jamais pu. Il a voulu être président de la République. Il a tout fait pour l'être. Il n'a pas pu. Mais qu'il a voulu être médiateur de la République. Et il a pu l'être. Et il disait, cette ambition de médiateur de la République, qu'il tenait ça depuis la conférence des forces vives de la nation. Et pour celui qui connaît professeur Théodore Olo, par rapport à sa super activité dans la réalisation, dans la conduite de ces jours-là, de février 90, on comprend quel engouement et quel satisfaction il a eu lorsque le président Boni Yahi le nommait
médiateur de la République, et que le professeur Théva Olo vienne dire, nous rappeler, nous enseigner l'histoire, je vais dire, pour nous qui n'étions pas matures en ce moment, et rappeler à ses pairs que l'institution n'est pas une invention, et que ce dont on parle, même si ça ne s'appelle pas Sénat, dans ce qu'ils avaient mijoté ou ce qu'ils avaient projeté lors de la conférence des forces vives de la nation, qu'ils vous souviennent, la raison avancée pour ne pas mettre sur pied cette institution en son temps, c'était que nous étions dans la crise économique et que ce serait une institution de plus, peut-être budgétivore par rapport aux reins solides ou non solides de l'État en matière des finances, mais qu'il s'est réjoui de voir qu'en évoluant, médiateur de la République est venu. Et donc, celui qui parle était président de la Cour constitutionnelle lorsqu'on a connu médiateur de la République. Donc, il sait combien de fois c'était nécessaire. Et il se retrouve, excusez-moi, à la retraite, c'est-à-dire pour avoir fini ses mandats au niveau de la Cour constitutionnelle. Et en sa posture, sa personne, pour tout ce qu'on connaît de lui, pour tout ce qu'on a toujours espéré de lui, pour ses sorties médiatiques ces derniers temps, ce que ça a pu jouer dans l'arène politique, celui-là trouve nécessaire. En fait, en peu de mots, il montre qu'un cadre formel... Non, puisque vous avez posé la question de savoir si ça clôt le débat, et c'est là que je veux vous montrer. Parce que, entre-temps, on pouvait considérer comme s'il opinait dans l'informel par rapport aux propositions ou aux interrogations qu'il avait soulevées concernant tel sujet ou tel sujet, en tant qu'ancien président de la Cour constitutionnelle. Et on comprend aujourd'hui, à travers ces mots brefs qu'il a pu sortir de sa bouche, que, en réalité, que celui qui ne connaît pas l'histoire ou celui qui ne connaît pas véritablement quelles étaient les intentions et l'idée des lois, c'est-à-dire l'esprit de la loi, donc de la Constitution de 90, que ceux-là se taisent et qu'ils suivent, parce que ce qui se fait n'est en rien contraire à l'esprit de la Constitution de 1990. En tout cas, c'est ce que moi je retiens à travers les peu de mots, puisque celui-ci précise que pour rien que ce qu'il entend par là, et il n'a pas voulu citer, c'est-à-dire les personnalités qui sont indiquées pour siéger en tout cas au sein de ce Sénat-là, il comprend que si on prend le Conseil des sages à comparer à ça, c'est-à-dire que ça répond... Ça ne s'est pas écarté. Donc, pour moi, ça clôt le débat et normalement, ça va, je crois qu'il parle beaucoup plus aux législateurs qui se sont retenus, qui espéraient peut-être en agissant en faveur de cette loi-là, en favorisant cette révision, peut-être se dit qu'ils seraient en train de trahir peut-être le peuple ou l'esprit de 90, ceux qui sont porteurs et qui ont été, je vais dire, les parrains ou bien les veilleurs, et les veilleurs et guetteurs de la Constitution pendant une certaine année qui ont l'expérience viennent par ces deux mots-là, en tout cas ceux qu'il a placés, viennent rassurer les députés qu'ils peuvent avancer parce que c'était prévu et que la Constitution 90 est bien disponible, que c'est un terrain fertile qui peut effectivement permettre au débat d'avancer sur la question. Voilà. Si le Bénin en 90 avait refusé le Sénat à cause du coût, si l'on s'en tenait à la déclaration du professeur Olo, aujourd'hui, les défis socio et économiques du pays avec ces défis-là, est-ce que le coût d'une seconde chambre est-il un argument valable qui doit encore primer sur son inutilité institutionnelle? Et Madame la journaliste, permettez-moi d'abord, avant de répondre à votre question, de donner quelques lectures autour de la sortie du professeur Olo. Moi, je crois très bien que cette sortie, elle était opportune, au vu du trempe de l'acteur dont nous parlons. Et quand je vois un peu, au travers de la lecture qu'a donné le professeur Théodore Olo et l'entretien que le chef de l'État a eu la semaine passée, quand je fais une lecture transversale, je constate aisément que cette institution, entre-temps dénommée en 90 le Conseil des sages, et cette fois-ci proposée, portée par la mouvance présidentielle, les députés de la mouvance présidentielle, dénommée le Sénat, se retrouvent au même pied
d'égalité. Selon moi. Parce que quoi? À la conférence des forces vives de la nation, nous n'étions pas si matures, comme le disait M. Roméo, mais on a constaté que c'était une crise en accord qui a complètement mis le pays à terre, qui a fait qu'à un moment donné, on était allé à ces assises-là. Mais au lendemain de cette nouvelle constitution qui a prévalu à l'achèvement de cette conférence, on a compris que les grands acteurs, les acteurs clés de l'arène politique, on a voulu les exclure du jeu. Alors, vous n'allez pas demander à ceux-là d'aller s'asseoir simplement. Donc, c'est ça peut-être à un moment donné qui a fait qu'ils ont voulu avoir ce conseil de sages pour pouvoir capitaliser ces expériences au sein de ces acteurs-là. Donc, je parle bel bien du contexte de 90. Maintenant, si on se retrouve un peu dans la lecture qu'a donné le président de la République, et je veux parler de son excellence Patrice Talon, au vu de ce qu'il a appelé guéguerre entre Yahi Boni et moi-même, on a compris que, jusqu'à ce qu'il allait jusqu'à dire que ça pourrit l'environnement politique. Il s'est dit, alors, si tel est le cas, il vaut mieux qu'à un moment donné, au lieu de s'effacer complètement de la scène politique, on peut à un moment donné aller nous recaser quelque part pour que cet ensemble d'expériences soit capitalisé afin qu'on puisse s'inscrire dans la logique de M. Gbagbo quand il disait on a voulu maintenant commencer par faire confiance à la jeunesse. Mais on ne peut pas laisser une jeunesse en accord, et comment on appelle même la gestion d'un État à une jeunesse sans pour autant les guider à un moment donné jusqu'à ce qu'ils prennent beaucoup plus de la maturité et là on se met en retrait. Donc je trouve opportun cette institution que nous appelons aujourd'hui le Sénat. J'espère bien que le vendredi, le débat sera fait à l'Assemblée nationale et nous espérons bien que le législateur, ils vont essayer comment on appelle même, de faire un peu plus, d'aller beaucoup plus en profondeur dans ce débat-là afin de nous sortir réellement une institution capable de capitaliser les expériences des acteurs qu'on est en train de proposer pour siéger dans ce conseil de Sénat. La seule chose est que, la différence est que, par rapport à 90, on avait proposé des élus. Mais aujourd'hui, le contexte, ce ne serait pas des élus. Mais c'est des gens qui, par le passé, ont une charge, qui ont occupé qu'on appelle même, et qui ont eu à apporter des charges, de hautes charges en accord au sein de la République, dont on a besoin de leurs expériences pour avancer sur la question du développement. Bien. On attend donc vendredi pouvoir ou écouter ou suivre les débats donc, dans le cadre de l'examen de cette proposition de réforme constitutionnelle. Nous sommes au thème de ce programme. Merci à chacun de vous, M. Gbolou, M. Agbessi, M. Aïssegbe. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour vous tous et en semaine pour chacun de vous selon vos disponibilités. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le débat. Ce soir, nous avons abordé deux sujets. La décision de la Sénat qui a publié donc les partis politiques retenus pour prendre part aux élections municipales et communales de 2026 et également cette sortie du professeur Théodore Olo qui a réagi à cette proposition de création du Sénat. On reste sur l'actualité pour d'autres débats à venir. On vous donne rendez-vous à présent sur nos plateformes numériques, sur notre site internet www.etelebena.com, notre chaîne YouTube Etelebena, sur l'application Etelebena que vous pouvez télécharger afin de suivre toutes nos productions. Nos programmes se poursuivent. Je vous retrouve demain avec les invités ou nos consultants du Forum politique. Etélé avec vous, pour vous. Très belle soirée à vous. Merci. Et à vous aussi, mesdames et messieurs.